Mais avant tout, on vient de parler de l'importance de soutenir la société civile. J'ai le privilège de venir d'un pays, le Canada, où on a du soutien de la part du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, même s'ils ne sont pas là quand même, c'est à souligner. On a la chance d'avoir aujourd'hui Madonna Radi, qui est la directrice générale de Patrimoine canadien, qui est avec nous, qui a assisté d'ailleurs aux discussions que nous venons d'avoir et qui, avant qu'on entame les discussions sur la découvrabilité, va nous faire une petite allocution. Donc, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui et la parole est à vous. Bonjour, good afternoon, buenos dias. Alors, je viens d'être présentée. Mon nom est Madonna Radi. En plus d'être la directrice générale du commerce international, je suis la chef de la délégation canadienne pour avancer les priorités canadiennes à la conférence des partis. Je vous remercie de m'accueillir et c'est un réel plaisir pour moi de retrouver la grande famille des coalitions ici, à Paris, dans le cadre du 7e congrès de la Fédération. Nous travaillons en étroite collaboration avec la Coalition canadienne pour la diversité culturelle. Et lorsque Marie-Julie m'a contactée concernant la tenue de ce congrès, j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme cette invitation. Je suis très heureuse de vous rencontrer, d'assister à vos travaux et de participer à vos discussions. Je sais que vous attendez tous patiemment d'entendre nos finalistes parler de la découvrabilité. J'ai moi aussi hâte d'en apprendre davantage sur leurs initiatives contribuant à la diversité des expressions culturelles. Permettez-moi de prendre quelques minutes pour partager avec vous l'expérience canadienne en matière de découvrabilité des contenus locaux et nationaux en ligne. La découvrabilité des contenus culturels a toujours été au cœur des priorités canadiennes, et ce depuis bien l'arrivée de l'Internet. Déjà en 1971, suite au rapport sur l'avancement des arts, des lettres et des sciences, le Canada introduisait un système de quotas. Imposés aux services de radio et de télévision, ces quotas de contenu canadien avaient pour objectif de soutenir les créateurs canadiens face à une rude concurrence de l'industrie américaine du divertissement. Bien que le défi de la découvrabilité soit antérieur à l'ère numérique, le développement des technologies de l'Internet et la démocratisation des plateformes de diffusion en contenu ont profondément transformé les façons d'accéder au contenu culturel. Ils ont rendu la question de la découvrabilité encore plus névralgique. Bien qu'il existe une multitude de leviers pour favoriser la découvrabilité des contenus culturels sur l'Internet, le Canada a notamment choisi d'agir au niveau législatif pour soutenir et protéger les industries culturelles du pays. En effet, en février dernier, le Canada a franchi un grand pas en adoptant la loi sur la diffusion de contenu en ligne. Avec cette nouvelle loi, les grands diffuseurs en ligne seront désormais soumis à la loi canadienne sur la radiodiffusion. Cela veut dire qu'ils devront désormais contribuer au financement de la culture locale et favoriser l'accès au contenu canadien. La loi sur la diffusion en continu contribuera aussi à la réalisation d'importants objectifs de politique culturelle s'inscrivant dans l'esprit de la Convention 2005. On prévoit, surtout avec cette loi, qu'il y aura un soutien accru offert aux créateurs autochtones, à la production d'émissions originales de langue française et à une représentation supplémentaire des communautés racialisées, des minorités linguistiques et des personnes en situation de handicap. De plus, les radiodiffuseurs en ligne pourront être assujettis à des exigences en matière de découvrabilité. Ces exigences permettront de veiller à ce que les émissions canadiennes puissent être trouvées facilement et présentées aux utilisateurs par les services de diffusion en ligne. Je tiens en terminant à souligner que la promulgation de cette loi ne s'est pas réalisée sans embûches. En effet, plus d'un an de débats parlementaires ainsi qu'une longue série d'amendements au projet de loi furent nécessaires afin de franchir la ligne d'arrivée. De plus, plusieurs plateformes étrangères ont dénoncé cette initiative durant les travaux au Parlement. À cet égard, j'aimerais souligner le rôle clé joué par les organisations de la société civile dans le développement de cette loi. À titre d'exemple, la Coalition canadienne pour la diversité des expressions culturelles a contribué au débat parlementaire. Elle a démontré brillamment
pourquoi la réglementation des services de programmation en ligne est fondamentale pour assurer la découvrabilité des expressions culturelles locales et nationales sur l'Internet. Les coalitions peuvent vraiment faire la différence en portant à l'attention de leurs gouvernements respectifs les enjeux de politique culturelle qui les interpellent et qui nécessitent une action étatique. Pour le Canada, la priorité était de moderniser ce cadre applicable à l'environnement numérique. Chaque coalition présente dans cette salle sait mieux que quiconque quels sont les enjeux prioritaires nationaux. Je vous invite donc à occuper la place qui vous revient dans vos pays respectifs et lance encore une fois mon chapeau à la coalition canadienne pour avoir joué un rôle clé dans l'adoption de la loi sur la diffusion en continu. Merci énormément de votre attention et je vous souhaite un excellent panel. Merci. Merci beaucoup. C'est un travail d'équipe sans gouvernement qui a l'audace de poser des gestes forts. Voilà, nos efforts de société civile restent vains ici. Donc, plongeons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, pour ce panel, nous avons 2 invités en ligne. Je vous remercie de votre patience. Nous étions dans des discussions passionnées que nous n'avons pas réussi à interrompre plus tôt. Donc, on va plonger donc, dans ce sujet de la découvrabilité. On a avec nous notamment Madame Véronique Girard, qui est spécialiste des programmes numériques et culture, direction langue française et diversité des cultures francophones à l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous allons commencer avec vous. Donc, je présenterai les gens au fur et à mesure. On vous écoute, Madame Girard. Bien, bonjour et merci de m'accueillir. Donc, moi, je vais vous présenter la démarche de l'OIF autour du projet sur la découvrabilité des contenus francophones en ligne. Et en préambule, j'aimerais rappeler que la promotion de la langue française et la diversité culturelle et linguistique fait partie des missions fondamentales de la francophonie. Et c'est pourquoi l'OIF a activement participé à l'adoption de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles en 2005, en mobilisant ses États et gouvernements membres. Alors, au sein de l'organisation, les actions de promotion de la diversité culturelle et linguistique relèvent de la direction langue française et diversité des cultures francophones. Et en ce qui concerne les projets qui sont tournés vers la culture, ils ciblent 4 secteurs: le cinéma, cinéma audiovisuel, musique, spectacle, musique, spectacle vivant et édition. Alors, depuis les années 70, dans un monde où les avancées technologiques n'étaient pas encore disruptives, l'OIF a soutenu sans faille la mobilité, la création, la production, la diffusion, la visibilité et la formation des artistes francophones, notamment africains. Le travail que réalise la DLC se fait aussi aux côtés de l'Observatoire de la langue française qui est aujourd'hui à Québec, au sein de notre représentation pour les Amériques. L'Observatoire se concentre plus particulièrement sur les enjeux, la présence et les usages de la langue française dans le monde. Il publie un rapport tous les 4 ans sur la situation de la langue française dans le monde. Le dernier rapport qui est sorti en 2022, que l'on peut trouver en ligne, et je voudrais signaler que j'ai donné toute la cytographie à Marie-Julie, donc vous pourrez l'obtenir de son côté. Donc, le rapport de 2022 a innové en consacrant un chapitre intitulé « Langue française, culture et numérique », dans lequel on aborde le concept de la découvrabilité pour la première fois et les enjeux en lien avec les contenus culturels francophones en ligne. Alors, si on revient à l'historique de nos actions, il faut également resituer le contexte avec une année clé qui était l'année 2017, puisque en juin, l'UNESCO adopte les directives opérationnelles sur la mise en œuvre de la Convention de 2005 dans l'environnement numérique, et en juillet se tient en Côte d'Ivoire la 4e conférence ministérielle de la francophonie sur la culture qui était intitulée « Une ambition francophone pour la culture ». Et à cette occasion, les ministres rédigent la déclaration d'Abidjan. Et dans cette déclaration d'Abidjan, j'aimerais mettre en exergue les éléments suivants, et je vais citer donc. Il convient de mettre la révolution numérique au service de la création des créateurs et de tous les publics, notamment ceux qui en sont éloignés, afin d'enrichir la diversité culturelle, d'adapter les politiques publiques à la gouvernance de l'écosystème numérique, de réduire la fracture numérique dans l'espace francophone, d'encourager le développement des compétences numériques.
Et c'est donc à cette époque que la DLC se saisit de la question de la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne pour pouvoir adapter ses programmes et son plaidoyer aux mutations numériques qui transforment en profondeur les écosystèmes culturels. À partir de là, sur le plan opérationnel, la DLC a initié un travail de réflexion, de recherche et d'analyse autour de la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne, en collaboration avec l'Université de Québec à Montréal, avec laquelle elle a signé une convention de partenariat. Et cela a donné lieu à différents travaux qui sont également en ligne. Nous avons également organisé des ateliers de sensibilisation avec les artistes francophones qui étaient présents au marché des arts du spectacle d'Abidjan en mars 2022 et ceux qui étaient réunis en janvier 2023 autour des travaux de promotion du décret sur le statut de l'artiste mené par le gouvernement ivoirien. Nous avons également organisé un atelier de sensibilisation avec les producteurs et les réalisateurs francophones réunis au FESPACO, donc le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, en février 2023. Nous avons aussi réalisé 2 outils de sensibilisation, une infographie et un film que vous trouvez aussi en ligne, et un diagnostic sur les besoins, les enjeux et les actions prioritaires à mener par secteur en Afrique francophone. Et nous avons aussi contribué au référencement de 26 lauréats du volet culturel des Jeux de la francophonie sur l'encyclopédie en ligne Wikimedia, avec Wikimedia, et au module 1 du CLOM sur la découvrabilité qui a été réalisé par la mission conjointe franco-québécoise qui est ouvrir une fenêtre sur les enjeux de la découvrabilité dans l'espace francophone. Alors au fil de notre réflexion et de nos travaux, des constats dont certains convergent avec ceux d'autres institutions ont été posés. L'enjeu de la découvrabilité des contenus culturels de l'espace francophone sur Internet est majeur. Les pouvoirs publics ont un rôle fondamental à jouer. La formation des acteurs est clé. Les États doivent intégrer la dimension des enjeux du numérique dans l'élaboration ou la mise à jour de politiques culturelles et des cadres législatifs. Et notamment, il en va des droits et de la rémunération des professionnels de la culture. Il existe un grand écart entre le Nord et le Sud, comme l'a dit Boniface, en termes aussi de réflexion, de connexion, de stratégie, de formation et d'action, et puis particulièrement en termes de régulation et de cadre normatif. La découvrabilité est un terrain en friche pour la majorité de l'espace francophone pour lequel nous n'avons pas de données et qu'il faut explorer et documenter. Et les compétences en matière de découvrabilité sont à construire aussi, tant pour la francophonie que pour l'espace francophone du Sud. Le concept de découvrabilité qui est né au Canada-Québec est peu connu et peu maîtrisé par l'espace francophone en général, de l'Internet et des réseaux sociaux. Et enfin, ce mot recouvre une réalité très complexe. Il pose la question de la connectivité, donc la possibilité pour tous les usagers de pouvoir avoir accès aux données, aux échanges. Donc là, on est vraiment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et de l'organisation des réseaux qui permettent la connectivité. Il se réfère à différents processus techniques, description des contenus, indexation, référencement dans les moteurs de recherche, recommandations par le biais des algorithmes. Il relève aussi de la gouvernance du numérique, donc de la mise en place de règles collectives adaptées aux spécificités de l'Internet et aux usages nouveaux qu'il génère, et de la gouvernance culturelle des pays avec tous les cadres normatifs, les politiques publiques, la structuration des secteurs culturels, le développement des infrastructures. Donc là, c'est vraiment dire, d'une part, combien il est nécessaire de sensibiliser les acteurs concernés de l'espace francophone du Sud aux réalités et aux enjeux que recouvre le mot découvrabilité, et d'autre part, combien les défis à relever sont considérables pour l'ensemble des acteurs de la culture, c'est-à-dire les États et leurs institutions publiques, les professionnels, la société civile, mais aussi le secteur privé. Et c'est un enjeu de taille pour la francophonie. Donc cette année, l'OIF élabore sa prochaine programmation quadriennale. Nos programmes sont en phase de restructuration. Pour l'instant, le volet découvrabilité, qui est lui-même en phase de structuration, est intégré dans un projet plus global qui s'intitule Découvrabilité, gouvernance et politique culturelle. Il est spécifiquement tourné vers le continent africain qui a été décrété zone prioritaire au sein de l'organisation en ce qui concerne l'appui aux acteurs culturels.
et il se décline en 3 composantes: sensibilisation, formation, plaidoyer, veille et analyse. Et pour mener ce travail de structuration et poursuivre sa réflexion, la DLC a mobilisé une expertise francophone sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt et créé un groupe d'accompagnement qui nous assiste actuellement dans la définition des contenus. Et d'ailleurs, Guillaume Prieur, Octavio Koulach et Annie-José Ndiop, qui participent aujourd'hui à l'événement, en font partie. Nous travaillons depuis le début de l'année ensemble sur des propositions très concrètes qui devraient être mises en œuvre prochainement. Nous avons 3 propositions qui sont déjà, on va dire, validées. 5 masterclass en ligne pour les acteurs du livre afin de les sensibiliser et les former sur les principaux enjeux et les stratégies autour de la découvrabilité. Un atelier sur la monétisation de son art en ligne pour le secteur de la musique qui devrait avoir lieu en Côte d'Ivoire en octobre. Une médiation culturelle entre des plateformes audiovisuelles et différents acteurs du monde de la culture. Et il y a encore d'autres choses qui sont en construction. Donc, en parallèle à ce volet opérationnel, la francophonie s'est aussi mobilisée sur le plan politique et stratégique, et elle a adapté toute une série de textes qui concrétisent tous les travaux de réflexion menés depuis 2017 et qui font partie aujourd'hui de l'engagement des États pour promouvoir et protéger la diversité des expressions francophones dans l'espace numérique et en améliorer leur découvrabilité. Alors, il s'agit tout d'abord de la stratégie de la francophonie numérique qui court de 2022 à 2026 et qui a été adoptée en novembre 2021 et qui concerne particulièrement les enjeux de la connectivité et de la gouvernance numérique. Et il s'agit aussi des différents textes qui ont été adoptés au 18e sommet de la francophonie à Djerba fin 2022. Donc, le cadre stratégique de la francophonie qui court jusqu'à 2030, à partir de 2023 jusqu'à 2030, la déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique et la déclaration de Djerba. Et enfin, tout récemment, suite à une consultation, la francophonie institutionnelle a également apporté une contribution au pacte numérique mondial. Je le répète, tous ces textes sont en ligne dans la cytographie que j'ai donnée à Marie-Julie. Ces textes posent clairement les nombreux défis à relever pour l'espace francophone et ils mettent notamment l'accent sur le renforcement des capacités numériques comme composante indispensable pour réaliser la connectivité universelle et réduire la fracture numérique d'une part, et la défense de la diversité culturelle et linguistique dans l'espace numérique à travers un plaidoyer en faveur de la découvrabilité des contenus francophones en ligne d'autre part. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait à peu près le tour d'horizon concernant la mobilisation de l'OIF et de la francophonie autour de la question de la découvrabilité. Il y a un énorme orage qui s'annonce. J'espère que ça ne va pas couper l'électricité. Et je vous remercie pour votre écoute. Alors, merci beaucoup. C'est un très bon tour d'horizon. Effectivement, un concept qui est encore jeune, mais qui a déjà voyagé beaucoup et qui a déjà fait un bon bout de chemin. On va poursuivre avec Annie-José Ndiop, secrétaire générale du collectif des experts et entrepreneurs culturels du Cameroun. Merci Marie-Julie. Une fois de plus, bonjour à tous. Je vais essayer de partager l'écran. Voilà, donc j'ai axé mon intervention sur la découvrabilité du livre au Cameroun et j'ai choisi de présenter quelques initiatives locales mais avant, je vais présenter le contexte. Donc, le plan se présente en 4 parties. La mise en contexte au niveau du Cameroun, les initiatives locales en matière de livres, quelques initiatives que nous avons identifiées en Afrique et pour finir, sur quoi faut-il agir en urgence. Alors, dans la mise en contexte, nous tenons à relever qu'en 2015, dans son plan stratégique Cameroun numérique 2020, le gouvernement camerounais mettant en avant le fait que
sur une échelle de 1 à 7, la valeur sur cet indice-là pour le Cameroun était de 3. 126e, et il occupait la place de 126e sur 140 et donc se présentait comme un pays moyen bas. Nous avons vérifié ces chiffres, ce positionnement en 2020 sur le dernier rapport 2021 et le Cameroun a une note de 32,6 sur 100. Il faut relever par ailleurs que dans la loi des finances 2020, le Cameroun stipule que un petit souci, je vais agrandir l'écran. Donc, le Cameroun stipule que sont imposables les opérations inhérentes aux ventes de biens et les plateformes de services effectuées sur le territoire camerounais ou à travers les plateformes de commerce électronique étrangères ou locales. Notamment, il fait référence ici aux GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Alors, sur le schéma à côté, je vous ai mis en exergue le positionnement du Cameroun au niveau mondial en matière de numérique. Vous verrez que sur le premier point environnement politique et réglementaire, nous sommes à 3 sur 7. Ça, ce sont des chiffres de 2015. En matière d'environnement, des affaires et innovation, pratiquement 0. En matière d'infrastructure, c'est pareil, situé entre 1 et 2. En matière d'abordabilité, dans la case 3. En matière de compétences, dans la case 4. En matière d'utilisation par les individus, entre 1 et 2. En matière d'utilisation par les milieux d'affaires, on est à 4. Utilisation par le gouvernement, 4 également. Impact économique, 4 aussi. Impact social, entre 2 et 3, je vais dire. Donc, voilà pour situer le contexte. Alors, quelques initiatives au niveau local. Je veux mettre en exergue la maison d'édition Adinkra Jeunesse, qui est une plateforme de promotion, d'édition, de production et de promotion de livres africains pour enfants. C'est une jeune actrice culturelle qui a appuyé son travail sur ses compétences initiales en édition, sa formation initiale en édition, et puis une compétence supplémentaire en matière de communication. Donc, cette plateforme existe depuis 2018 et évolue au fur et à mesure. Si vous voulez, elle s'est basée sur elle a fait une petite étude sur un panel de 200 parents, à la fois de la diaspora et qui vivent également au Cameroun, pour apposer son offre. Et depuis quelque temps, sa plateforme est disponible, elle est disponible en ligne. Vous avez le lien dans la présentation. Et elle donne un accès sur abonnement aux parents ainsi qu'aux enfants qui peuvent consulter un large panel en matière de livres pour enfants qui ont été écrits par des contributeurs. Elle a mis en place un ensemble de contributeurs
les livres sont vendus. La deuxième initiative est celle de Mouna Kalati, qui est une association panafricaine dédiée à la promotion de la lecture jeunesse en Afrique et qui est basée d'abord au Cameroun et au Togo et qui utilise énormément le numérique pour se déployer. Mouna Kalati propose une kyrielle de services, notamment des études, des articles sur la promotion du livre Jeunesse en Afrique. Et là, sur la page qui s'affiche à l'écran, vous verrez qu'il met en avant également le résultat de ses travaux et présente, si vous voulez, un répertoire de livres produits pour la jeunesse. Le premier ici, selon mon curseur, c'est des livres jeunesse produits avant 2010. Sur le deuxième icône, vous pouvez trouver des livres produits entre 2010 et 2016. Et c'est un travail constant qu'il bonifie au fur et à mesure de ses rencontres, des activités qu'il propose sur le terrain. Il propose également des activités locales, de vacances pour les enfants, que ce soit ici au Cameroun ou au Togo. Il est également en train de se déployer, par exemple en Afrique de l'Est, afin de proposer des contenus, des études, des rapports, tout ce qui concerne le livre jeunesse en Afrique. Donc, un peu plus loin de nous, j'ai identifié Accor Books, qui est une société de livres audio en Afrique, qui est basée au Canada. Accor Books dispose d'une application qui est disponible en ligne et pour les téléphones et tablettes que les usagers peuvent télécharger pour pouvoir accéder aux différents contenus. La dernière initiative en matière de livres que je voulais présenter, c'est le livre numérique africain, qui est une plateforme numérique dédiée aux livres africains des nouvelles éditions numériques africaines qui sont basées au Sénégal. Donc, les nouvelles éditions numériques africaines sont également d'abord et avant tout une maison d'édition exclusivement dédiée au numérique. Alors, une fois présentées ces différentes initiatives, j'aimerais relever ici quelques défis que nous avons, notamment particulièrement au Cameroun, en matière de numérique. Prioritairement, c'est celui de développer les différentes infrastructures, parce que jusque-là, on navigue encore entre le quasi-monopole de quelques sociétés de télécommunications qui sont MTN, Orange, prioritairement, MTN Orange prioritairement pour le privé et Camtel qui relève à 50% du public. Et puis, d'autres sociétés qui gravitent autour, notamment Yumi et Nextel. Ensuite, il faut encourager les producteurs de contenu et les publics à l'usage du numérique, mais aussi, surtout, il faut travailler sur les coûts d'accès. Sur ce dernier point, je veux relever si vous voulez, la petite grève ou mobilisation qui a eu cours ces derniers temps, particulièrement au Cameroun et dans certains autres pays d'Afrique, qui a fait un tant soit peu bouger les lignes et qui a ramené nos sociétés de télécommunications à revoir les coûts d'accès, à revoir la qualité de service en matière en matière de services liés à l'Internet. Je pense que si nous continuons à nous mobiliser dans ce sens, on trouvera des solutions afin de garantir demain l'accessibilité aux
une plus grande accessibilité, je veux dire, au contenu culturel numérique. Donc, voilà, sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Annie, de nous avoir présenté ces différentes initiatives et on va poursuivre la conversation avec mon voisin Guillaume Prieur, directeur des affaires institutionnelles et européennes à la SACD, aussi secrétaire général de la Coalition française pour la diversité culturelle et secrétaire de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle. Après Guillaume. Merci Marie-Julie. Moi, je vais partager avec vous le regard de la coalition française et puis aussi des coalitions européennes sur ce sujet de la découvrabilité qu'on a pris à bras le corps. C'est un concept, enfin j'y reviendrai un peu plus tard, mais enfin en tout cas c'est un concept qui est important pour nous parce qu'il traverse finalement l'ensemble des secteurs culturels qu'on couvre. C'est vrai que souvent en Europe, en termes de diversité culturelle ou d'action sur la régulation, on est quand même très souvent sur le champ audiovisuel et cinématographique, qui sont les secteurs sur lesquels il y a le plus de réglementation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, même si on prend le spectacle vivant, les arts visuels, la musique, le cinéma, l'audiovisuel, il y a des problématiques et il y a des enjeux de découvrabilité qui se posent, alors qui se posent dans des termes différents, évidemment. C'est pas, la problématique n'est pas la même pour le spectacle vivant comme pour l'audiovisuel, mais la manière dont les œuvres, en tout cas, peuvent être trouvées, mises en avant sur les plateformes, enfin, certains plus sur les plateformes, d'autres plus sur les moteurs de recherche, concerne finalement tout le monde. Donc on s'est dit que là, on avait quand même un sujet important. C'était aussi un prolongement de tout ce qu'on avait pu engager, notamment en Europe, où on a fait des pas très importants sur justement la contribution des plateformes au financement de la création en audiovisuel et en cinéma. Et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, tout ce qu'on a pu obtenir, ce sont des choses très importantes, puisque notamment, il y a des obligations d'avoir une présence minimum d'œuvres européennes sur les services de VOD, par exemple. Il y a des obligations de financement de la création pour des plateformes. Tout ça, c'est éminemment important, mais on s'est aperçu aussi que finalement, ce qui pouvait manquer dans la réglementation qu'on avait, c'était aussi des formes d'obligations qualitatives. En fait, on est beaucoup sur le quantitatif, finalement. On vous oblige à ce que 30% de votre catalogue soit des œuvres européennes, que vous investissiez 20% de votre chiffre d'affaires dans la création. Mais c'est vrai qu'il y a une autre question, c'est que si vous allez sur un service de vidéo à la demande et que les œuvres européennes, il faut que vous fassiez 10 clics pour les trouver, finalement, alors d'un côté, on est content parce qu'il y a un quota qui existe, mais si c'est compliqué pour l'abonné à ce service de pouvoir avoir accès aux œuvres, finalement, on n'aura fait que la moitié du chemin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à une difficulté aussi de pouvoir définir très précisément ce qu'on pourrait demander en matière d'obligations qualitatives et comment derrière on est en capacité, les régulateurs sont en capacité de les faire respecter. Donc forcément, c'est un enjeu sur lequel voilà, on a été assez rapidement sensibilisé aussi parce qu'il y a une démarche commune et conjointe engagée entre le gouvernement français et les autorités québécoises avec une mission franco-québécoise qui a été lancée pour identifier aussi les enjeux qui pouvaient se dessiner sous cette question de la découvrabilité. Et au final, parce qu'il y a eu aussi des initiatives en Europe, notamment portées par le ministère de la Culture français, qui a fait adopter des déclarations de l'ensemble des ministres de la Culture européens sur la découvrabilité. C'est vrai qu'en 2022, pour la première fois, dans des conclusions des ministres de la Culture européens, le terme de découvrabilité est apparu. Et ça, c'était pas anodin, mais on s'est dit qu'il fallait aussi que nous, en tant qu'organisation professionnelle, que société civile, on y contribue aussi et qu'on ne laisse pas retomber le soufflet. C'est pour ça qu'en mars, c'est assez récent, on a organisé au Parlement européen une conférence, donc à l'initiative, enfin en tout cas à l'invitation d'un certain nombre de députés européens et à l'issue duquel on a lancé ce qu'on a appelé le Forum européen de la découvrabilité.
On l'a lancé, alors non seulement, comme je disais, pour ne pas laisser retomber le soufflet des initiatives politiques qui ont pu exister, et puis on a voulu le lancer aussi parce que c'est vrai que dans toutes les réflexions qu'il y avait, on a identifié, nous, 4 enjeux qui nous semblent les plus importants aujourd'hui quand on veut travailler sur la découvrabilité. Le premier enjeu, qui est un enjeu après, finalement presque citoyen, un enjeu de recherche aussi, qui est de mieux comprendre l'environnement numérique, de mieux comprendre la manière dont les algorithmes peuvent fonctionner. Second enjeu, un enjeu de ressources humaines, et là je suis absolument convaincu qu'on a aussi besoin de renforcer la formation professionnelle des professionnels de la culture pour évoluer dans cet univers numérique. Un enjeu également culturel et industriel, de manière à soutenir aussi l'émergence et d'essayer de consolider les acteurs locaux et en l'occurrence français et européens qui peuvent exister. Et puis un dernier enjeu qui est évidemment éminent et qui est éminemment très important pour nous, qui est un enjeu de régulation pour aller au-delà, en tout cas des régulations qu'on a pu réussir à mettre en œuvre jusqu'à présent. Ce forum européen de la découvrabilité, voilà, on va le structurer au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'il repose sur une logique qui nous semble très importante, qui est celle de dire il faut qu'on arrive finalement à fédérer tous ceux qui ont des choses à apporter sur ce terrain. Et en l'occurrence, il faut qu'on arrive à fédérer à la fois des chercheurs, on a besoin d'avoir l'appui d'un certain nombre d'experts aussi par rapport à cet enjeu de mieux comprendre l'environnement numérique dans lequel on évolue. Il faut évidemment que les professionnels de la culture soient impliqués, soient conscientisés finalement et puissent se mobiliser sur le sujet. Et puis, troisième point, puisque c'est vrai que le volet de la régulation est quand même extrêmement important, d'y associer aussi les autorités politiques et institutionnelles, les députés européens, les représentants de la Commission européenne, les représentants des gouvernements nationaux. Voilà. Donc on a besoin, on s'est dit, on a la conviction qu'il y a la nécessité de toute façon d'essayer de réunir et de fédérer tous ceux qui peuvent avoir un rôle à jouer dans ce renforcement de la découvrabilité des œuvres culturelles. Et je ne parle pas de contenu, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de contenu, qui est un dérivé de l'anglais, mais qui du coup, on a quand même l'impression que ça tue quand même un peu la spécificité justement du bien culturel, qui serait finalement une forme de contenu comme tout un tas d'autres contenus. Donc on essaye toujours de parler d'œuvres ou éventuellement de programmes, mais c'est vrai qu'on privilégie le terme d'œuvre. Et si j'ai envie de partager des choses avec vous, c'est vraiment ces deux convictions. C'est essayer de tout faire, en tout cas dans les zones dans lesquelles on est les uns et les autres présents, pour essayer de mettre en réseau finalement tous ceux qui ont un rôle à jouer. Et puis, deuxième point, et Véronique en parlait tout à l'heure, je pense qu'on a tous fait l'expérience de parler à des gens qui ne sont pas forcément au fait de la découvrabilité. Bon, outre le fait que c'est peut-être pas le mot le plus joli de la langue française, c'est pas non plus quelque chose qui parle spontanément à la population, et même à une population, même à des professionnels de la culture qui ne comprennent pas forcément de prime abord de quoi il s'agit. Donc là, je pense que le premier défi qui nous est proposé est vraiment de faire de la pédagogie. On a un travail extrêmement important à faire pour faire comprendre ce qu'est ce terme, ce qu'il veut dire, ce qu'il recouvre, et l'ensemble des enjeux qui sont derrière. Parce que si on n'arrive pas à entraîner finalement une part importante des professionnels ou des politiques ou des institutionnels, c'est très compliqué derrière pour arriver à faire émerger des régulations qui soient pertinentes et efficaces derrière. Donc, c'est vrai que moi, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était ce besoin collectif, en tout cas, de faire ce travail de pédagogie et presque de conviction auprès de tous ceux qui devraient s'intéresser en tout cas à la question de la découvrabilité. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume.
on essaiera de se garder 5 minutes à la fin pour avoir un peu vos réactions dans la salle, justement, peut-être aussi des gens qui viennent de régions où on ne parle pas de découvrabilité, peut-être pas encore, ou je ne sais pas si ça viendra, mais pour savoir un peu comment vous réagissez à tout cela. Avant, on va écouter Bill Skolnick, je regarde la présentation, coprésident de la Coalition canadienne pour la diversité des expressions culturelles. Merci. Il y a 2 langues officielles au Canada et avec votre permission, je vais utiliser la deuxième, anglais. Et aussi d'abord, merci beaucoup Madonna pour la recognition de notre coalition et aussi de notre contribution. Il y a un grand sens de coopération entre la coalition et le département de patrimoine. Merci. C'est merveilleux d'être reconnu. Merci. English. I'm going to be speaking on the existential meaning of discovery, its sensibility, the spirit behind its application in the Canadian context, its prominence when considering the need to protect and promote the diversity of cultural expressions, the reason why we're all here. The preamble to this panel refers to discovery as the capacity of content to be found by those who are looking for it, but also by those who are not looking for it. In other words, those who want it and those who do not yet know that they want it. These phrases are the raison d'etre of discovery. That is, offering conspicuous and meaningful content representing diverse cultural expressions and being able to experience them with a reasonable effort. The first goal describes the vital requirement of convenience. The second explanation expresses the essence of our mission, making digital cultural content available, but also ensuring and enhancing its accessibility. Canada, as Madonna has described, recently passed the famous or infamous, according to some people in our country, legislation entitled Bill C-11, the Online Streaming Act. It is controversial, but by and large, Canadians are pleased with its adoption. This is based on the overwhelming unanimous support from 4 of the 5 parties in our House of Commons. That's our assembly. They represent a sizable majority of Canadians. This notion of expressions of cultural diversity and its accompanying discoverability being a vital cog in the digital communications is not new in Canada. In April of 2018, more than 5 years ago, Canada and France signed a joint declaration on cultural diversity and the digital space. The pact referenced discoverability, fair compensation, quality and reliability of information, which is a euphemism meaning the impact of the algorithms. These are identified as key issues affecting diversity of content in the digital age. Furthermore, even before the Canada-France declaration, remembering this is almost 6 years ago, the Canadian government formed a research panel, the Yale Commission, to advise and offer improvements to the Broadcast Act. This was the precursor to the Online Streaming Act, again, just passed a few weeks ago. This commission was given instructions in its terms of reference to address the principle of cultural diversity in a modern legislative context. So, and how it would apply that advice. The commission did offer a means of upholding this principle, and so does the Online Streaming Act. It specifically notes the validity of discoverability and the necessity of maintaining obligations that present diverse cultural expressions in our broadcasting legislation. Why is this so crucial in Canada? Diverse cultural expression is a fundamental pillar of Canada's soul. It is an integral aspect of the structure of our society. Canada was founded on the lands of many different Aboriginal nations, their myriad languages, customs, and cultures. Canada was colonized by 2 of the dominant empires from Europe, who imposed their languages, customs, culture, and religion on the land. Over the 3 following centuries, immigrants, often in waves, came from all over the world to settle in Canada, contributing their culture and their customs to our unique
mosaic. Our national sport is hockey. Some of you refer to it as ice hockey, but to us, it's hockey. Games are broadcast in French and English, but also in Punjabi and in Cree, and not just locally, but as part of our national broadcast system. The driver who brought me to the airport listens that way, even though his English is as good as anyone's. We have a hit TV show broadcast around the world, Kim's Convenience, about a Korean grocer in Toronto. There is an award-winning, heart-wrenching film from Quebec that is guaranteed to bring tears to your eyes. It's about an Algerian teacher there, Monsieur Lazare. There was a big hit series about running and attending a mosque in a small town on the prairies, fittingly entitled Little Mosque on the Prairie, and that show ran for years. The star of that show, an actor of Pakistani origin, changed careers. He is now our Consul General in Los Angeles. To the Canadian Coalition's credit, in my biased, humble opinion, the Online Streaming Act does provide guidance and structure on discoverability, at least partly due to our efforts at constantly reminding the government of its duty in this area. There are instructions to the CRTC, our Broadcasting Commission and legislative authority, that require maintenance of Canadian programming in both our official languages. Moreover, they must be found in different program genres, ensuring the diversity of programming, including and insisting that there must be a level of French programming that originates in the French language, not just qualifying because it is dubbed. The Act goes on to say that the needs and interests of all Canadians must be served, and specifically mentioned are Black and other racialized communities, Canadians of diverse ethno-cultural backgrounds, diverse socioeconomic status, disabilities, sexual orientation, gender identity. Productions must reflect their lives, aspirations, and circumstances of their daily struggles. In short, the multicultural nature of Canadian society is of paramount concern and must be represented by national production and exhibition. In addition, there is an official legislative recognition calling for a special emphasis on our Indigenous peoples. These are just some of the characteristics found in this new statute. There are many more. Earlier, I pointed out that the legislation was controversial. It was, and it still is. The leader of the opposition has stated that he will repeal the law if his party forms a government. Why is there a contrary view? Some opponents say it is at best forced and abnormal marketing to a captive audience. It is manipulative. Products, that is anything on the platforms, should survive on their own without artificial government mandated exhibition. They believe the existing system is truly unfettered. It is not influenced by any means, including algorithmic adjustments to a fantasy market. It is an orthodox application of the Adam Smith invisible hand. Government regulation is an impediment to that natural state of commerce. These are the opinions of the moderates. The hardliners say the government is in effect forcing users to watch what we do not want or choose. In other words, they are pushing propaganda down our collective throats. These folks also believe viewers and listeners too, as the so-called restrictions affect music as well, will not be able to make their own choices. They say it is censorship. Comparisons are drawn to a bookstore owner, as this shop is a common purveyor of culture and a small business. Okay, you go into a bookstore and you're looking for Canadian books. You can't find a section or even a shelf. You inquire, and the proprietor says all information on specific titles is available online. You actually were hoping to discover a collection, not just a title, but okay, you will try. You take out your mobile and you begin the search. You discover that the store does have some Canadian inventory, but the search can't guide you to where it is and it is exactly. It only knows it exists, but it can't find it, and neither can anyone else. No one there can help. Critics say what the government has implemented is equivalent to legally obligating the bookshop owner to display and highlight Canadian books in his window, or direct your gaze to a special eye-catching shelves.
This, they say, is analogous to the responsibilities the platforms now have. We know this is common in retail. Manufacturers and distributors are always jockeying for noticeable positioning of their wares. We know that major retailers like Amazon, Walmart, and Costco demand deep discounts from suppliers in order to get their products out front. The belief is that the internet is just another retail system. They are the new malls. They are the new downtown shopping districts. Well, they aren't. They are not shopkeepers. They are broadcasters. And the Online Streaming Act refuses to accept the platform's contentions that they are simply department stores. I go back to the statement that discoverability is the capacity of content to be found by those who are not looking for it, but are likely to appreciate it. When people discover depictions of their lives and circumstances through the wonder that is the arts, they view themselves with confidence and self-worth. They are connected and in touch with the world. Study after empirical study demonstrates that when children are educated in familiar surroundings, in their own language, seeing role models in the same dress, eating the same food, listening to and playing the same music, they flourish. Their academic performance improves. Things are familiar. Anxiety is removed and the atmosphere becomes comforting. This is the subtle nature of promoting discoverability as a prime function of broadcasting. Let people know, even within their own little sphere, that they are part of their own country. They are part of the Canadian perspective of the entire world. The commercial goals of the few platforms cannot be permitted to determine and impose their view of cultural homogeneity on everyone. Our organizations have successfully impressed upon governments the need to promote, protect, and maintain the diversity of cultural expressions. All that has changed is the delivery system. We must continue to fight for the objectives spelled out by the 2005 convention. Discovery is just the next battlefield. Thank you. Merci beaucoup, Bill, pour cette passion. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient commenter, poser une question pour finir? Oui, Valéria? Okay, so this time I will do it in English in honor to Bill. Just as a small contribution, we are implementing an experimentation in Ivory Coast with our project Yop Créalab and with the Francophonie. So if anyone is willing to join, we are very much happy. By connecting the promotion of the status of the artist, which has been adopted 2 years ago in Ivory Coast, but still not well known by artists themselves, and discoverability. Because the two are connected indeed through both the need to engage with the new audiences and new publics and younger generation, but also the monetization of the work. And surprisingly, artists, operators, and especially youth are very much surprised by discoverability, la découvrabilité. And we develop very practical workshop when they can test on their own productions, how they could make themselves more visible, basically even on Facebook, on the internet, because as someone was saying before, for us, let's say the challenges are already ahead, but for the majority, we have to start from scratch and from the basics. So this developing, there are some Canadian organizations that have developed very good workshops online on how to learn about discoverability, how to put it into practice for small organizations, but this could be a nice collective exercise that we could try to do also in line with the 2005 convention. I think that's even more applicable, well, not more, but it's when we talk about the internet, when we talk about digital distribution, we're talking, most people are thinking about audiovisual, but the reality is that it's music that's most affected. And if you go to Cameroon right now, my guess is if you put in, give me some, that example of the list is precisely what I'm talking about.
that poor guy in the Cameroon, that poor woman in the Cameroon is going to find nothing. They can't even find their own music if they put in Cameroonian music. Maybe if they put their name in, but that's it. But they know their name, right? So that's exactly what I was referring to. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous invite à aller prendre un dernier café pour la journée, puisqu'il nous reste encore une discussion, je crois, qui sera très intéressante sur le concept de culture équitable. Ensuite, on terminera avec une courte allocution de 30 minutes sur l'intelligence artificielle et on va